Le 28 octobre dernier a été remis au gouvernement un rapport d'importance au sujet des difficultés relatives au chantier de l'EPR de Flamanville, une centrale nucléaire nouvelle génération qui accuse à l'heure actuelle près de 10 ans de retard et un coût total multiplié par 4. La technologie de l'EPR, pensée au début des années 1990, était censée être la vitrine technologique de la filière nucléaire française dans le monde. Cependant, de nombreux déboires ont affecté le chantier depuis son commencement en décembre 2007. Si l'EPR de Flamanville était destiné à entrer en service en 2012, il faudra désormais attendre 2022, voire 2023, et un coût total passé d'un peu plus de 3 milliards d'euros à plus de 12 milliards d'euros à l'heure actuelle. Cet échec est retentissant pour la filière nucléaire française. D'autant plus que dans le même temps, 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Taishan en Chine sont entrés en service en 2018 et 2019, alors même que leurs chantiers ont débuté en 2009 et 2010, soit 2 ans après l'EPR de Flamanville. Mais alors, comment est-ce qu'un tel désastre industriel a-t-il pu se produire dans un pays comme la France, qui a pourtant été l'un des plus gros constructeurs de centrales nucléaires au monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'EPR, au commencement, c'était d'abord un projet franco-allemand, qui devait fusionner les projets relativement similaires d'un réacteur de nouvelle génération de 2 sociétés, Siemens du côté allemand et Framatome du côté français. Ce type de réacteur devait, du côté français, pallier à la fin de vie initialement prévue d'une partie des réacteurs français de première génération se développant 900 MW, qui arriveront à 40 ans de service en 2020. Il faut également avoir à l'esprit que la conception de ce nouveau réacteur survenait juste après les accidents de Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986. Le nouveau projet se devait ainsi de tirer les leçons de ces 2 événements avec une sécurité globale du site et de la structure renforcée. Après quelques tergiversations politiques au début des années 2000 des 2 côtés du Rhin, les Allemands décident de se retirer du projet et EDF lance finalement en 2004 la préparation d'un EPR dit tête de série, le premier béton est coulé en décembre 2007 et la mise en service du réacteur est annoncée pour juin 2012. Voilà en bref pour le projet initial, mais maintenant passons aux complications. D'abord voici une petite synthèse de tous les problèmes qui sont survenus sur le chantier au fil des années et qui sont à la source des retards et des coûts supplémentaires, histoire d'avoir une première vue d'ensemble. Dès 2007 et 2008, on observe déjà des fissurations dans le béton coulé, ainsi que l'absence de certains éléments dans certaines armatures en ferraille. En 2009 sont constatés des problèmes de soudure sur des tuyauteries. En 2011, un accident mortel arrêtera le chantier pendant 2 mois, et à la reprise, la mise en place de nouvelles règles de sécurité ralentira le chantier. On constate également à cette période des problèmes d'homogénéisation du béton et des surfaces pas assez planes dans la piscine de stockage des combustibles. 2012, encore des défauts dans certaines soudures qui doivent encore être réparées. De plus, certaines soupapes ne répondent pas aux conditions des règles françaises. 2014, encore des problèmes de soudure sur des tuyauteries et des générateurs de vapeur, ainsi que certains défauts constatés dans la cuve du réacteur qui nécessiteront des essais supplémentaires. 2015, on constate encore des défauts dans certaines pièces qui ont abouti à des surcoûts de temps et d'argent pour inspecter leur acceptabilité. 2017, encore des problèmes de soudure, et enfin 2019, encore et toujours des problèmes de soudure. Comme on peut le constater, beaucoup de problèmes de soudure. Sachant que là, il ne s'agit pas de petites soudures, mais des soudures d'industrie lourde, qui sont très chères, qui sont très particulières à l'industrie nucléaire et qui exigent beaucoup de compétences et de temps. Ces problèmes de soudure et de malfaçon sont d'ailleurs d'autant plus aggravés par le fait que les inspections interviennent parfois après que l'accès technique à ces soudures ait été rendu réduit ou impossible par l'avancée du chantier, par le coulage du béton ou autre. Ainsi, pour mieux comprendre le retard pris à la suite de la constatation de certains de ces défauts, il faut s'imaginer que pour réparer certains de ces défauts, des pans entiers du chantier doivent être démolis puis reconstruits. Et en effet, les défauts ont été assez nombreux. Concernant maintenant le coût total du chantier qui est annoncé aujourd'hui à plus de 12 milliards d'euros, contre 3 milliards au départ, l'auteur du rapport pointe 4 grandes sources de surcoût. Le volume des matériaux nécessaires qui a été beaucoup sous-estimé dans certains cas, les impacts réglementaires qui pour une bonne partie ne pouvaient pas être prévus, comme le réexamen des centrales après l'accident de Fukushima en 2011 par exemple, mais aussi plusieurs décrets depuis 2007 qui ont rendu obligatoire certaines études complémentaires, ainsi que un temps d'adaptation des industriels aux nouvelles normes. Ensuite, le coût des délais supplémentaires dus au retard du chantier.
Et enfin, certains aléas divers et notamment les coûts dits tête de série qu'on retrouve dans la plupart des nouveaux projets innovants et qui regroupent toutes les autres difficultés rencontrées au stade des études, de la fabrication ou du chantier lui-même. Au-delà de ces causes de surenchère du coût final de l'EPR, l'auteur du rapport détaille aussi ce qu'il interprète comme une estimation initiale clairement irréaliste. Pour comprendre que le coût global de l'EPR ait été si sous-estimé, il faut aussi avoir en tête que le chantier de l'EPR n'est pas seulement une affaire franco-française dès le départ. En effet, Framatome, qui a depuis été racheté par EDF, assure actuellement 2 autres chantiers EPR en Finlande et au Royaume-Uni. Ces chantiers ont été attribués par l'intermédiaire d'un appel d'offres. Or, dans un appel d'offres, c'est l'offre la plus compétitive qui remporte toute la mise, quitte à pouvoir ensuite, comme on le constate aujourd'hui, imposer à son client un certain nombre de retards. Et on peut très bien imaginer que c'est cette raison qui a pu pousser à proposer un prix et une durée de construction facialement très compétitifs, avec un temps de construction annoncé à 54 mois et 3,3 milliards d'euros pour la tête de série de Flamanville, et de 48 mois pour l'œuvre soumise à la Finlande. Or, on le constate maintenant, ces annonces autant pour Flamanville que pour la Finlande étaient assez déconnectées de la réalité, puisque par exemple la tête de série du dernier groupe de réacteurs français mis en service par EDF entre 1996 et 2000, appelé le palier N4, avait pris elle 142 mois de construction. Et même concernant la tête de série du groupe précédent, appelé P4, la construction avait pris près de 100 mois. Une construction en 54 mois était donc clairement irréaliste au regard des performances d'EDF en la matière. D'autant plus concernant une tête de série d'une nouvelle génération de réacteurs. Le rapport pointe également une particularité quant à la direction du projet au sein des différentes organisations qui ont assuré son pilotage au gré des années. C'est qu'en réalité, pendant longtemps, le projet n'a pas été dirigé par une personne dont c'était la seule occupation. Chacune des personnes ayant assumé la conduite du projet jusqu'en 2015 assumait en même temps d'autres responsabilités au sein de son organisation. Et ce n'est qu'en 2015 qu'un directeur de projet à plein temps a été désigné. Les équipes en charge du projet semblent également avoir été longtemps dotées de moyens insuffisants en comparaison de l'ampleur du projet, autant en termes d'outils de management que de présence effective sur le chantier. En conséquence de cette situation, l'encadrement des équipes sur le chantier a été insuffisant et des difficultés d'organisation ont été régulièrement constatées. De nombreuses délégations de responsabilités dans les maîtrises d'œuvre ont également été confiées aux entreprises intervenant sur le chantier, entreprises qui n'avaient souvent pas les compétences techniques requises pour mener à bien leur travail et pour correctement gérer et contrôler les sous-traitants qu'elles faisaient elles-mêmes intervenir. Les relations entre EDF et Framatome, qui s'appelait à l'époque Areva, ont également été très peu coopératives sur le chantier, certainement du fait que les deux entreprises étaient à l'époque concurrentes sur les marchés internationaux. Ce qui a beaucoup compliqué les retours d'expérience parallèles sur le chantier de l'EPR de Finlande, qui a été démarré 2 ans plus tôt que celui de Flamanville, à l'époque seulement assumé par Areva Framatome. Depuis, Framatome a été racheté à 75% par EDF, mais ici on ne va pas se lancer dans le détail de toutes les circonvolutions de la filière nucléaire française ces dernières années, ce n'est pas l'objet de la vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Sur la préparation des études d'ingénierie également, la direction du projet a beaucoup sous-estimé le nombre d'heures de travail nécessaires. Cette direction estimait qu'environ 40% des études seraient réalisées lors du premier béton coulé fin 2007, soit 3 millions d'heures sur les 5 millions au total. Or, les dernières prévisions estiment maintenant que plus de 20 millions d'heures totales sont en réalité nécessaires. De plus, un des grands facteurs ayant facilité toutes les difficultés rencontrées au cours du chantier est une perte généralisée des compétences de construction de centrales nucléaires dans toute la filière française, autant chez EDF dans sa capacité de direction d'un tel projet, que chez les industriels fabricants de composants et pièces. La pause de 16 ans qui sépare le début de la construction de la dernière centrale du palier N4 en 1991 et le début de la construction de l'EPR de Flamanville en 2007 a impliqué que beaucoup d'experts du sujet sont partis en retraite pendant ce temps et que les savoir-faire n'ont pas été entretenus et pratiqués durant cette période. D'où une perte de compétences généralisée de tous les acteurs impliqués. Enfin, concernant la performance chinoise sur la construction de leur propre centrale EPR, l'auteur explique que ce chantier, qui a démarré 2 ans après celui de Flamanville et 4 ans après celui de Finlande, a pu bénéficier du retour d'expérience de ces chantiers finlandais et français, qui leur a permis d'éviter les lourds incidents des 2 premiers chantiers. De plus, la filière chinoise a pu profiter du maintien en activité constante ces dernières années,
de ses compétences en la matière, et notamment en matière de soudure, qui a été le point faible du chantier de Flamanville. De plus, la possibilité spécifique à l'industrie chinoise de faire intervenir des moyens humains considérables en très peu de temps en cas de nécessité a également été cruciale à cette mise en service plus rapide de la centrale de Taishan. En conclusion, le rapport souligne que malgré l'échec cuisant de la mise en œuvre de ce chantier, les dernières orientations d'EDF concernant la mise en place d'une équipe de projet puissante doivent être confortées. Et bien sûr, il confirme les énormes nécessités de refondation de compétences techniques perdues, notamment par la construction de nouveaux réacteurs sur le long terme, afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise à l'avenir. Voilà pour ce dossier. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus de détails, vous pouvez aller lire directement le rapport sur lequel est basée cette vidéo dans la description. Et autrement, si vous l'avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur le sujet. Ça aide beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.